Bonjour à tous. Vaste sujet que l'analyse de concurrence, que du profit des concurrents, enfin, comment profiter de ces concurrents. On s'est posé beaucoup de questions, on a essayé de traiter le sujet de manière complète, sans vous faire une présentation complète d'1 heure à chaque slide. Alors, en fait, on va travailler dans deux directions. La première, c'est identifier qui sont mes concurrents sur le web. Cette question peut paraître triviale, en fait, elle n'est pas si simple que ça. Donc on verra comment on peut à la fois identifier ces concurrents, les concurrents en face de qui on est sur le web, et comment on peut aussi évaluer leurs forces. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'on va en retirer de cette analyse concurrentielle, comment on va s'inspirer de cette concurrence. Et avec un aller-retour, donc avec sa propre identité évidemment, qui va servir de point de référence. La stratégie que cette concurrence va développer, on verra comment on peut l'analyser et s'en servir. Et pour finir, sur des éléments plus pratiques, comment on va s'inspirer des mécaniques, des techniques utilisées par la concurrence. Alors, première partie, qui sont mes concurrents sur le web? Donc l'objectif, c'est d'identifier et d'évaluer sa concurrence. Alors, on a commencé par ne comparez pas des choux et des carottes en termes de concurrence. Souvent, on nous dit ah bah oui, mais mon concurrent, oui, c'est le voisin là-bas. Oui, non, mais votre concurrent web. Ah, mon concurrent web, ah ben, je sais pas, c'est Amazon. Oui, non, mais votre vrai concurrent web. Donc voilà, surtout, il ne faut pas comparer des choux et des carottes. Hein. Le concurrent web, c'est celui qui va recouvrir votre visibilité, ou celui pour qui vous cherchez à recouvrir sa visibilité sur les mots-clés qui lui génèrent du trafic et qui vont générer chez vous du trafic si vous arrivez à les obtenir. Donc ça peut représenter plusieurs typologies de sites, hein, des concurrents qui font exactement le même métier, vous allez certainement en trouver beaucoup, qui peuvent avoir la même zone de chalandise que vous ou pas. Ça peut avoir une importance selon les activités. Au contraire, vous pouvez avoir des grosses multinationales comme Amazon par exemple, des places de marché. Amazon est aussi une place de marché, mais il y en a d'autres. Des places de marché. Et puis après, il y avait toute une série de sites gouvernementaux, des blogs, des communautés quelconques, des magazines, des médias, qui sont aussi sur les mêmes sujets que vous, et à savoir, est-ce que vous devez les considérer comme concurrents ou pas? D'une certaine manière, oui, et puis sur un aspect plus métier, non. Donc comment, là, dans l'objectif, effectivement, on ne va pas se comparer à sur un site e-commerce, à des blogs ou des forums, c'est évident. Donc, on n'est pas dans une logique de concurrence. Il y a une notion d'intention aussi dans tout ça, évidemment. Est-ce que la page qui rank devant moi a la même intention que moi? Et si moi j'ai une intention commerciale et que la page qui rank devant moi a une intention informative, on ne peut pas forcément considérer qu'ils nous concurrencent, même s'ils nous concurrencent en termes de visibilité, mais pas en termes d'intention. Alors, sur les slides qu'on va vous présenter, vous verrez il y a beaucoup d'outils qui sont présentés. Pourquoi? Parce que on va utiliser de la donnée pour identifier les concurrents, pour les évaluer, pour se comparer, pour savoir ce qu'ils font. On va utiliser beaucoup de données. Cette donnée, on peut aller la chercher à la main, c'est toujours possible, mais enfin c'est pas très efficace. Et on a rarement la réalité du web. Donc effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui vont s'appuyer sur des données, des outils, comme ces premiers, puisqu'on va en présenter plusieurs, ces premiers graphes. Donc celui-ci, c'est le graphe de... C'est le graphe de concurrence de chez SEMrush, avec un graphique à bulles à plusieurs dimensions. Donc plus la bulle est grosse, plus elle a de mots-clés visibles dans le top 20. Évidemment, plus elle est vers la droite, plus elle obtient de trafic. Non, pardon, c'est le contraire. Ouais. Là, l'objectif, de toute façon, c'est d'avoir une cartographie, hein, de pouvoir se représenter sur un marché donné, à la fois
des proximités par rapport au volume, par rapport à la taille, et donc pouvoir se positionner par rapport aux uns et les autres. Une autre manière d'approcher cette logique de concurrence, donc ça c'est un autre outil que je connais bien mieux, effectivement, c'est Insight, où pour un site donné qu'on a saisi donc, sur l'élément 1, l'outil va nous proposer des concurrents, et là on peut visualiser le marché de manière dynamique, c'est-à-dire dans son évolution, donc sur un critère qui est celui du SEO, de la visibilité en SEO. Et donc, vous voyez, on a même un petit dernier là qui... Oh, pardon, je trompais le bouton. Tout en bas, là, ici, on a même un petit dernier, on voit une petite courbe là qui démarre. Donc ça, c'est un nouvel entrant. Donc on peut aussi avoir comme ça des alertes, un travail de veille, finalement. Dans cette analyse concurrentielle, on est déjà un petit peu dans l'après, là, mais... donc avoir une perspective plus historique, plus dynamique. Celui-ci, on l'a mis par souci de pluralité, ça ressemble un petit peu à celui de SEMrush, si je ne me trompe pas. Ça ressemble tout à fait à celui de SEMrush, c'est les mêmes dimensions au niveau du graphique et la même représentation au niveau des bulles et des tailles de bulles. Donc ça parle très rapidement en fait. Hein. Là, on est sur la thématique du bijou. On voit tout de suite que c'est Mati qui est devant tout le monde. Le manager à bijoux qui représente quand même... qui est quand même suffisamment présent dans le web pour être représenté sur ce graphique, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle. Quand on parle à nos clients, c'est très intéressant de leur parler comme ça, de leur montrer ce genre de graphique, de leur dire, ben voilà, votre concurrent web, c'est pas votre voisin, hein, c'est ces sites-là. Alors là, en fait, ces outils-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur la donnée SEO essentiellement, pour savoir quels sont les sites qui partagent votre visibilité, à qui vous êtes en concurrence en termes de visibilité. Alors, il n'y a jamais un recouvrement parfait et total entre deux visibilités. Donc, d'où ces logiques de cartographie ou d'où ces logiques de représentation dynamique de l'offre sur ce marché. Mais très rapidement, en partant dans le site web, finalement, vous pouvez déjà avoir une première cartographie de son marché. Pardon, je crois qu'on n'a pas cité l'outil en question. C'est Rank Explorer. Donc les trois outils qu'on a cités, on a SEMrush, Yoda Insight et Rank Explorer qui rentrent dans le marché de ces outils de big data au niveau visibilité web. Alors, autre question qu'on a un petit peu dévoilée auparavant, c'est ok, il y a la concurrence sur le SEO, c'est un petit peu la dynamique qu'on a vue ici. Pourquoi? Parce que on s'intéresse au SEO et à la visibilité sur les moteurs de recherche, parce que Google et les moteurs de recherche sont un point de rencontre du marché, c'est un point de rencontre entre l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, c'est pas le seul. C'est pas le seul parce que il y a, on pourrait appeler des places de marché verticales, comme Amazon dans l'e-commerce, comme TripAdvisor dans le tourisme, comme Indeed dans l'emploi, etc., etc., etc. Donc, exemple non exhaustif ici, qui sont aujourd'hui des points de rencontre importants, décisifs, peut-être au moins autant que le search, sinon plus, sur lesquels vous pouvez aussi être présent et avoir de la concurrence. Alors là, la donnée va être peut-être plus compliquée à analyser, puisqu'il n'y a pas d'outil dispo, à ma connaissance, qui permettent d'analyser... Alors, on a un outil dispo qui est justement sponsor, qui permet de faire du ranking, enfin des classements de position sur les marketplaces, qui est MonitorRank. Hein, je vous invite à vous pencher sur cet outil qui ne fait pas que du ranking Google, qui fait aussi du ranking Amazon, TripAdvisor, etc. Voilà. Et après, mais dans l'analyse, enfin là c'est l'analyse de visibilité, mais la concurrence, effectivement, on est plutôt travaillé à la mano. Donc c'est peut-être plus simple parce qu'on est sur justement du vertical. Si je prends le tourisme, on va être sur l'hôtellerie, sur une localité, donc c'est peut-être plus simple à analyser. Mais pour autant, il n'y a pas d'outil dispo. Mais ça nous intéresse quand même, puisque les marketplaces sont en soi un marché, et sur lequel vous avez de la concurrence. Alors attention, quand même, on a mis un petit message de précaution à l'usage des marketplaces. Souvent, les marketplaces, ça peut être utile. On a un PrestaShop, on envoie tout notre flux sur la marketplace, on est content, on fait des ventes. Puis tout d'un coup, on se rend compte que notre SEO, il se casse la gueule. Parce qu'on a filé tout notre contenu, notre beau contenu, qu'on a payé très cher,
à Amazon. Et Amazon étant évidemment beaucoup plus populaire que vous, c'est Amazon qui va gagner les positions et votre site va se casser la gueule. Donc attention à l'usage des marketplaces. Quand on utilise les marketplaces, on leur fournit un contenu qui est à eux et qui est digne d'Amazon, mais pas digne de votre site. Okay. Alors, deuxième étape de cette analyse concurrentielle, donc on a identifié les concurrents dans la première. Maintenant, on va s'intéresser à les évaluer, à s'étalonner, à se comparer à cette concurrence. Donc on a déjà vu avec les graphiques à bulles assez rapidement l'étendue de la concurrence et la taille que chaque concurrent représente. Mais évidemment, on peut aussi mesurer la taille du site. Si on se confronte à un concurrent qui a 10 000 pages et que nous, on en a 50, ça va être technique. Hein. La notoriété de la marque, si on a un concurrent qui a un volume de recherche très important sur sa marque, et que vous vous lancez dans le métier et que vous n'avez aucun volume de recherche sur votre marque, forcément la notoriété de la marque, c'est quelque chose qui impacte de manière mécanique la visibilité et le positionnement, le ranking dans Google, quoi. La visibilité, justement, je viens d'en parler, on a vu tout à l'heure avec les différentes bulles et les différents mots-clés acquis dans le top 10 ou le top 20 Google, ça c'est quelque chose qui est important. On a vu tout à l'heure sur le graphique aussi, Yuda, le petit dernier qui arrive dans le marché. Ça, c'est des gens qu'il faut surveiller. Et c'est quelque chose qui peut être exploitable aussi, évidemment. Hein. Analyser la visibilité de ses concurrents, c'est très important. Où est-ce que je suis moi et où est-ce que je veux être parmi toute cette forêt. Et enfin, évidemment, la popularité en termes de backlink, cette fois-ci en termes de PageRank, Google étant une machine à mesurer la popularité des sites au travers des backlinks qui sont faits vers chacun de vos concurrents. Voilà, si vous avez des concurrents qui ont une popularité gigantesque et que vous êtes tout petit, il y a un moment donné, il va falloir vous poser des questions. Hein. Les objectifs, c'est bien beau, mais est-ce que j'ai les moyens de les atteindre ? Alors, donc cette évaluation de la concurrence, effectivement, elle se fait en vis-à-vis entre vous et ses concurrents. Si votre concurrent, si vous faites une hybride, votre concurrent c'est Amazon, la Fnac et De Citre et Roll, etc. Effectivement, c'est compliqué. Vous avez intérêt que ce soit en termes de marketing ou en termes de marketing web ou de marketing sur le web, vous avez intérêt à vous spécialiser énormément pour ressortir et pas être en frontal sur ces concurrents-là. Donc c'est pareil en SEO, la logique elle est exactement la même. Et souvent, l'ensemble de ces choses-là représente aussi les ressources internes de chacun. Parce que quand on a des concurrents qui ont 80 personnes qui bossent pour eux et que vous êtes à 3 personnes, ça ne va pas être aussi évident. Donc forcément, ça a beaucoup d'impact. Une fois que vous avez identifié vos concurrents, que vous avez fait un petit peu l'état des lieux des forces en présence, que vous savez à qui vous avez affaire, vous allez pouvoir analyser leurs pratiques, ce qu'ils font, pouvoir peut-être en tirer quelques enseignements pour, pourquoi pas, adopter quelques stratégies qui ont été développées par la concurrence. Voilà, donc on a vu la manière d'analyser la concurrence. Maintenant, on va voir comment en profiter, parce que c'est quand même bien l'objectif. On ne fait pas une simple analyse de marché, on va essayer de se positionner sur ce marché. Donc déjà, la première question à se poser, c'est simple, elle est super simple, mais personne ne le fait, en tout cas très peu. Souvent, quand on parle à un client, on lui dit « Ah, mais c'est quoi vos objectifs ?»« Ah ben moi, c'est de ranker sur ce mot-clé-là. » D'accord, mais il vous sert à quoi ce mot-clé-là ? « Oh ben, il doit y avoir du monde qui passe dessus. » Ouais, d'accord. Et est-ce que c'est vraiment votre objectif de vente? Est-ce que c'est vraiment votre objectif stratégique? Ah, moi, je sais pas. Donc, qui suis-je? Donc oui, il y a une relation qui est très forte en fait entre l'identité de mon entreprise, l'identité de mes concurrents et ce qu'on va proposer au marché, la demande du marché. Se plonger dans l'analyse de la concurrence, ça peut être un piège, ça peut être on peut se pencher effectivement sur
c'est comme se pencher sur au-dessus d'un lac où on peut tomber, une fontaine, je sais pas, on peut tomber dedans et se noyer. Pourquoi? Parce que si on n'est pas centré, si on n'est pas clair avec ce qu'on fait et pourquoi on le fait et comment on le fait, qu'est-ce que je suis, quelle est ma mission, qu'est-ce que je vends, effectivement, l'analyse concurrentielle, ça peut être un puits sans fond. Donc cette question de qu'est-ce que je fais, qui je suis et qui est-ce que je sers, quels sont mes clients et de quoi ils ont besoin, et pourquoi est-ce que c'est moi qui vais... quel problème je vais leur aider à... je vais résoudre, pardon, je vais faire plus simple. Donc cette notion d'identité, elle est effectivement centrale. En plus, ça vous permettra de savoir quelles sont les pratiques que vous pouvez copier. Alors, on reviendra à cette notion de copie. Mais les pratiques, les pratiques dont vous pouvez vous inspirer, et celles au contraire où vous devez peut-être prendre le contre-pied. On a cette possibilité-là dans l'absolu. Donc cette question-là, c'est un préalable, mais qui est effectivement sur lequel on souhaitait insister. C'est toute la culture d'entreprise en fait qui est dans cette slide. Hein. C'est qui est mon entreprise, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle est maintenant, où est-ce qu'elle veut aller en termes de stratégie. Et évidemment, qui elle vise aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a mis une slide sur les customer persona, parce que c'est quelque chose qui représente l'identité de l'entreprise. Et ça, c'est très souvent bâclé. Hein. Même dans des grosses boîtes, hein, avec plus de 100 personnes, des fois, vous leur posez la question, ils ont du mal à vous répondre. C'est extrêmement important. C'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est un point de référence. Et à partir de ce point de référence, on va pouvoir faire des comparaisons. Mais si on n'a pas de point de référence, on ne peut rien comparer. Alors, premier angle sur lequel on peut s'intéresser à cette concurrence et sur lequel on peut aller chercher des points de comparaison et d'inspiration, c'est la stratégie marché. Donc la stratégie marché, c'est un peu le pendant du slide d'avant, hein, c'est quelle est l'identité finalement de l'entreprise concurrente, qu'est-ce qu'elle vend, pourquoi, comment, donc à quel prix, avec quel service, quel est son positionnement sur le marché, qu'est-ce qu'elle utilise aussi également en termes de communication, matériellement, donc les canaux de communication et les arguments aussi qu'elle développe pour proposer ses produits et services. Donc ça, c'est le premier angle sur lequel on va travailler. Et là, encore une fois, on peut, dans certains cas, avoir de la data. Si on est sur un marché où on vend des produits assez peu nombreux ou un service, donc c'est pas toujours tout à fait comparable. Donc là, l'analyse, elle est un peu plus qualitative que quantitative. Par contre, sur des secteurs comme le e-commerce, là, on est face à des centaines ou des milliers de produits, des catalogues concurrents. Donc là, ça devient plus compliqué de faire une analyse comme ça au jugé. Donc là, encore une fois, la data est disponible à travers, pour le coup, un nombre de solutions qui sont importantes et qui vont vous aider à percevoir un petit peu l'état du catalogue de chaque concurrent sur des questions de marques distribuées, ou voire de produits distribués, de référence, des questions de niveau de prix, voire de disponibilité, pour ça dans certains cas. Et donc dans une analyse concurrentielle, effectivement, ça peut être précieux de savoir où est-ce qu'on se situe dans la pyramide des niveaux de prix proposés. Donc ça, c'est le nombre de sites, si je ne me trompe pas, c'est le nombre de sites concurrents qui sont sur le même niveau de prix que nous. Donc là, on est plutôt dans la tranche la plus nombreuse. Et puis, il y en a qui sont plus chers, et puis il y en a qui sont moins chers. Donc là, on a un petit panorama du... non, c'est le nombre de produits dans le prix des concurrents, pardon. Donc on voit que ça peut faire beaucoup de données, et ça peut nous donner déjà un niveau de performance concurrentielle sur un critère qui est le prix. Voilà, donc là c'est dans le cas où on est face à des catalogues. Après, effectivement, ça peut se comparer plus simplement. On peut peut-être citer quelques outils, si tu veux bien remettre la slide d'avant. Donc on a analysé quelques outils sur ce domaine-là.
Ça reste quand même un travail assez complexe, hein, d'aller récupérer automatiquement les prix de tous les produits, de toutes les marketplaces, etc., etc. Donc on a récupéré quelques outils qui peuvent être utiles: SpyCommerce, Price Observatory, Parley, Pricing Assistant, Keox, Prixan et PriceJet. Et puis sinon, ben, vous pouvez aussi, si vous avez que quelques références, prendre votre ordinateur et le faire à la main. Alors, à la main, ça veut dire Google en général. Google, Excel et... Ouais, et aller voir les concurrents. Alors, évidemment, dans une stratégie de marché, on a les prix, mais on a aussi les fonctionnalités, si on est en particulier sur des services, hein. Donc là, on a un comparatif de différents acteurs qui font de la prise de rendez-vous médicaux et de la gestion de rendez-vous médicaux. Et donc l'idée là, c'est... Alors, vous voyez rien, c'est normal, il faut juste comprendre l'idée, hein. L'objectif, c'est pas de vous expliquer ce tableau en détail qui ne nous intéresse pas forcément pour le sujet. L'idée, c'est de se dire, ok, par exemple, est-ce qu'ils ont une application mobile? On voit que Doctolib n'a pas d'application mobile. On voit que Rendez-vous médicaux en avait eu, à l'époque où ça a été fait. Moteur de recherche médecin, est-ce qu'ils ont un moteur de recherche interne qui permet de récupérer, justement, de retrouver le médecin qu'on veut? Là, bah, pour le coup, ils l'ont tous. Etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment là de comparer les fonctionnalités. Et ça, c'est très intéressant, et de se comparer à soi-même, hein. Et c'est très intéressant pour aller choper des idées. De se dire, ben, ah oui, cette fonctionnalité, c'est vrai qu'on ne l'a pas. Est-ce qu'on a envie d'aller vers ça? Et si oui, combien ça va nous coûter? Et après, faire l'analyse du projet, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très utile pour récupérer des parts de marché. Donc, si je formule différemment, c'est-à-dire que on va un petit peu désosser l'offre de la concurrence, donc l'offre principale, mais aussi tout ce qui est un petit peu annexe et qui vient aider à remplir un petit peu la mission de cette entreprise, à satisfaire le besoin de l'utilisateur. Et bah effectivement, là, l'inspiration, elle peut être extrêmement importante. Donc, encore une fois, j'y reviens, voilà, si on est clair avec sa propre mission, on peut ici trouver des idées ou des inspirations, c'est-à-dire avec une idée en faire une autre, qui nous correspond mieux. Et ce genre de tableau peut aussi nous permettre d'aller plus loin, de se dire, ok, tout le monde fait ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, descendons un petit peu, allons un petit peu plus loin sur les canaux de communication utilisés. Alors là, c'est assez compliqué d'aller veiller sur les canaux de communication d'un concurrent, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des blogs, il y a des participations sur les forums, il y a le mailing. Donc ça, c'est des choses qu'on peut surveiller. Il y a des outils, on a pu citer Mention aussi, par exemple, pourquoi pas sur les marques concurrentes, on pourrait imaginer des choses comme ça. Là où on s'est dit que c'était plus compliqué, c'était sur ce qui était plutôt publicitaire. Parce que dans la publicité aujourd'hui, il y a beaucoup d'options de ciblage, de plateformes différentes. Donc c'était pas simple de savoir, voilà, c'est beaucoup moins simple que surveiller le blog du concurrent. Donc ce qu'on vous a proposé là, sur les canaux publicitaires, c'est de vous dire aussi qu'il y avait de la data qui existe. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la plus fiable de toutes celles qu'on vous ait montrées, mais il y a déjà la possibilité d'avoir des services qui vont, là, par exemple, pour le display, c'est-à-dire les annonces qui sont affichées par les concurrents sur des sites ou médias quelconques. Donc il y a la possibilité d'utiliser des services qui vont crawler ces sites-là et récupérer, identifier les annonceurs. Donc on en a retrouvé 3. J'en avais testé un qui était native AdBuzz il y a quelques mois. Les autres, je vous avoue, je ne les ai pas testés. Mais effectivement, on a trouvé ces 3-là. Et ça permet effectivement de rechercher, alors par concurrent, c'est-à-dire par annonceur, par thème aussi, je suppose, et de voir un petit peu quels sont les canaux, ce qu'ils ont utilisé du display, quand et pourquoi. Alors, il y a quelque chose qui est très compliqué en fait dans l'analyse des canaux ads, que ce soit display ou que ce soit ads sur différentes plateformes.
c'est qu'on a des possibilités de targeting qui sont immenses. Et évidemment, les outils qui vont crawler les sites pour vérifier qu'il y a de la pub ne sont pas targetés, ni retargetés d'ailleurs. Donc voilà, c'est clairement, on a le dessus de l'iceberg là. Et puis pareil, hein, la géoloc. Donc c'est effectivement une approche voilà, c'est une première indication, c'est un indice, sans être la vérité dans l'absolu. Un peu même logique avec la publicité sur les moteurs de recherche. Donc là, on a pris une capture de l'interface AdWords qui vous propose quand même des données sur la concurrence. Il vous dit, tiens, en fait, l'annonceur qui est le plus concurrent de toi, c'est Hors du Monde ou à Prix de Paris. Donc voilà, avec des comparaisons, des taux de superposition. Est-ce qu'ils sont plutôt devant ou est-ce qu'ils sont plutôt... voilà, où est-ce qu'ils sont classés, etc. etc. Donc ça peut être des choses qui sont intéressantes, de voir quel est le degré d'investissement d'un concurrent sur un média particulier. Donc quel qu'il soit, hein, que ce soit Display, le SEA ou les autres que j'ai cités, le mailing, le blogging, etc. etc. Voilà, les plus compliqués à prendre en compte sont effectivement ces deux-là. Juste pour petite parenthèse, pour trouver ce fameux rapport dans AdWords, il faut aller dans plus d'infos et voir toutes les infos. Hein. Bon. Ouais, c'est bien caché. Ouais. C'est bien caché. Alors, pourquoi on l'a mis à ce moment-là, je ne sais plus. J'aimerais juste rajouter quelque chose, parce que j'ai un retour d'expérience qui date de la semaine dernière, justement, sur cette partie-là. Ouais. J'ai un client qui me dit « Ouais, mais je comprends pas, là, le mois d'avril, ça a été la misère, on vend pas. » J'ai tout retourné, rien trouvé de vraiment fiable, et jusqu'à me dire « Mais bordel, c'est pas la campagne qui merde, c'est l'environnement. » Et donc, je suis allé faire des comparatifs entre les mois d'avant, justement le taux de superposition et l'agressivité des concurrents. Et en fait, j'ai clairement vu que les concurrents étaient ultra agressifs sur le mois d'avril. Et ben voilà, il a perdu de l'argent. Alors, donc l'originalité n'est rien de plus qu'une imitation judicieuse. Qu'est-ce que ça t'inspire ? On en revient à notre histoire de tout à l'heure, entre copier et s'inspirer. Je pense que l'important, c'est de trouver des solutions qui marchent pour vous. Ce qui marche pour le concurrent ne marchera pas forcément pour vous. Donc effectivement, copier-coller, généralement, c'est assez pauvre comme stratégie. Pourquoi pas, hein, il y a des entreprises dont c'est le business model, de copier le leader. Là, on est quand même dans du marketing, on est dans du sensible, on est dans de l'identité, on est dans la réponse à un besoin. Donc voilà, la copie pure et simple, c'est pas franchement l'idée. Voilà, utilisez votre savoir-faire, utilisez la connaissance de votre métier pour tirer le meilleur des analyses de vos concurrents et de leurs pratiques. Et suivez votre marché. Parce que c'est ça aussi. C'est l'inspiration, c'est combiner un ensemble de bonnes idées qui correspondent à un moment. Et ça, toutes les grandes idées du monde naissent de là, hein, même la relativité d'Einstein. Hein. Bref. Pourquoi tu nous as mis du Voltaire? Pourquoi pas? Je t'avais dit, hein. Donc la dernière étape, donc, c'est descendre sur un niveau plus opérationnel. Donc on a vu l'identification de la concurrence, on a vu comment on pouvait se focaliser sur les stratégies marché et la nôtre et celle des concurrents, en apprendre effectivement un certain nombre de choses sur leur stratégie et leurs pratiques. Maintenant, si on descend un petit peu sur de l'opérationnel, on va pouvoir aussi apprendre des choses dans ce qu'ils font en termes de SEO, donc les mots-clés qui sont choisis. Où est-ce qu'ils obtiennent de la popularité des backlinks, comment ils font leur campagne d'AdWords, quel contenu ils publient et comment ils amènent les clients vers la conversion. Donc, en pratique,
Ça peut ressembler à quoi? Donc, ça peut ressembler effectivement à une analyse, une comparaison systématique des champs sémantiques sur lesquels sont positionnés les différents concurrents. Donc là, on a un exemple qui provient de Yoda Insight, où on a comparé deux sites web. On a représenté ici les deux champs sémantiques, donc l'un plus grand que l'autre. Et au milieu ici, on a la liste des expressions communes. Donc on peut identifier quel est le degré de recouvrement et sur quelles expressions il y a recouvrement entre les deux stratégies de ces deux sites-là. De la même manière, on pourrait identifier quels sont les segments du marché qui sont couverts par l'un, mais qui ne sont pas couverts par l'autre. Et du coup, on peut, là, en SEO, détecter énormément d'opportunités dans ce qu'il y a de marchés sur lesquels on est un petit peu protégé de certains concurrents, et de l'autre côté, des marchés, au contraire, sur lesquels on n'est pas, et on pourrait aller chercher cette même concurrence, si tant est que ça corresponde à notre métier. Ça peut aussi permettre d'ailleurs d'analyser si c'est un vrai concurrent. Parce que si on voit que la zone de recoupement est toute petite, finalement, on est complètement différent. Oui. On peut aussi évidemment analyser les liens des concurrents. Pour ça, on a SEO Observer qui est un outil magique pour ce genre d'analyse. Voilà. Récupérer les bons plans des concurrents, ça marche très bien. On peut utiliser Majestic ou Ahrefs, enfin en tout cas tous les crawlers à backlinks, et justement s'inspirer de nos concurrents et de leur stratégie de popularisation, et retrouver des spots où on a des chances d'obtenir des liens, où on peut même, enfin plus qu'avoir des chances, on peut carrément prendre son ordinateur puis aller poser un lien. Alors, il y a deux manières un peu d'utiliser cette analyse des liens des concurrents. Il y a je prends un concurrent, je regarde la liste de ces liens et je vois ce que je peux en tirer. Il y a aussi la possibilité de faire de la comparaison entre plusieurs concurrents. Donc là, c'est un peu plus ou moins ce qu'on a fait ici. Donc SEO Observer le permet, même si c'est un petit peu caché. Il faut utiliser un filtre ici. On pourrait imaginer faire ça sur Excel. On a un outil Sigrand qui le fait aussi, c'est de croiser des listes. De dire voilà, tel site fait un lien vers un concurrent, deux concurrents, trois concurrents à moi. Forcément, c'est une opportunité facile pour moi. C'est qu'ils ont parlé des sites du marché, donc c'est vraiment le plus évident. Et c'est des liens que je n'ai pas déjà. Et que je n'ai pas déjà, évidemment. Donc double logique, effectivement, soit approfondir sur un concurrent particulier, voir quelle est la stratégie, est-ce qu'il sponsorise des communautés, des événements, que du web, pourquoi pas. Voilà, quel que soit ce qu'on peut en déduire, ou alors faire trouver les opportunités les plus faciles en croisant les données, en faisant du matching. Donc ça pourrait se faire sur Excel aussi, je l'ai peut-être déjà dit. Oui, ça peut se faire sur Excel, c'est plus fastidieux. Voilà, l'important effectivement est d'avoir la donnée au départ. Alors, on revient sur le canal AdWords, en étant un petit peu plus sur l'opérationnel ici, puisque là, ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les mots-clés qui sont achetés par le concurrent, donc qu'est-ce qu'il a jugé bon sur quoi il a jugé bon de payer, d'une part, et d'autre part, à quoi ressemblent ces annonces. Donc là, on a le cas d'une donnée qui vient de SEMrush. Vous voyez qu'ici, on peut identifier pour chaque... donc, SEMrush nous dit, ce concurrent-là qui est solde.deco.fr, il a annoncé sur le mot-clé Karcher, qui a telle et telle caractéristique, et l'annonce qu'il a payée là-dessus, c'est effectivement sur du solde, ok. Donc gamme Karcher à moins 50%, tous les produits Karcher dès 19 € comparés, etc., etc. Donc on peut avoir une vision comme ça un petit peu transversale de ce qui a été fait, et au cas par cas, voir quels sont les arguments qui sont mis en avant, qui sont développés par une annonce, est-ce qu'elles sont attractives ou pas attractives, et si on sache un petit peu, on peut aller faire un peu de mimétisme, ou en tout cas apprendre, se créer une batterie de bons exemples sur lesquels on peut s'appuyer. Récupérer des bons arguments marketing. Après, on peut croiser ça avec le rapport qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vous la fais vite parce que c'est super compliqué, on pourrait faire une conf entière dessus.
On peut croiser ça avec le rapport AdWords qu'on a vu tout à l'heure. Si on voit qu'on a un concurrent qui monte et qui commence à fortement nous superposer, il faut vraiment aller voir ce qu'il fait. Hein, parce que justement, peut-être que ces CTR sont très forts et que ça marche très fort. Bref. Également sous l'angle des contenus. Donc on peut s'inspirer des contenus qui marchent le mieux pour son concurrent. Donc on va terminer vite. Les contenus qui marchent le mieux pour les concurrents, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? C'est quels sont les types de pages qui marchent bien? Est-ce que c'est des pages très transactionnelles, donc très axées produits, ou est-ce que c'est des contenus plus informatifs, du type un guide d'achat ou je ne sais quoi d'autre? Également, quel est le type de recherche ciblée et quel est le type de page qui fonctionne bien? Quand je dis fonctionne bien, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ce qu'on a présenté sur l'écran, c'est très pratiquement, c'est la liste des pages sur le site Darty, des contenus purement rédactionnels. Donc là, on les a identifiés par la mécanique de l'URL, et on voit une estimation du trafic que ça leur permet de capter. Donc c'est en milliers de visiteurs par mois sur chacune de ces pages-là. Donc là, il y a une démarche de contenu rédactionnel qui est très importante. Donc c'est un enseignement intéressant. Après, on le verra tout à l'heure, mais il y a la logique de conversion qui vient se greffer. Ça pourrait être aussi quels sont les contenus qui sont les plus partagés sur les réseaux sociaux. Leur stratégie, elle est peut-être axée là-dessus. Quels sont les contenus qui obtiennent le plus de backlinks? Vous pourrez imaginer cette dimension-là aussi. Je ne m'attarde pas trop, je vais passer à la suivante. Voilà. Clairement, on pourrait en parler des heures et des heures. C'est un sujet vaste, plus que vaste. Et finalement, comment font les meilleurs, hein, quelles sont les promotions qu'ils vont faire. Et plus on avance, plus c'est un travail fastidieux et long. Hein, clairement, et c'est un investissement de faire ce genre d'analyse. Hein. Quelles sont leurs recommandations produits, quelles sont leurs techniques, leurs UX, qui semble être vraiment exploitable et bien. Alors ça reste toujours, et plus on avance, plus c'est subjectif, hein, vous avez remarqué. Donc voilà, on est vraiment dans la notion d'inspiration. Comment je peux m'inspirer de mes concurrents et pourquoi eux, ils marchent bien et pas forcément moi. Voilà, donc là, sous l'angle de la conversion, effectivement, quelles sont les techniques qui sont déployées sur leur site web pour faire qu'un visiteur bascule et s'engage un petit peu plus vers l'achat si c'est ça qui est visé. On termine avec un petit peu de retard. Merci beaucoup. Merci.